Bonjour et bienvenue sur le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Émilie, passionnée de voyages, de rencontres et de découvertes. Dans ce podcast, je donne la parole à des familles voyageurs, qu'ils soient expatriés, nomades, tour-du-mondistes ou simples touristes. Nous explorons ensemble les différentes facettes du voyage en famille. Le podcast est disponible partout, sur le blog bien sûr, sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la web radio Allô la planète. Alors détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode. Dans le cadre du podcaston, nous vous proposons un épisode dédié à une association qui nous tient à cœur, l'enfant à l'hôpital. Cette association œuvre depuis 40 ans pour redonner l'envie d'apprendre aux enfants et adolescents malades, hospitalisés ou en situation de handicap en leur offrant un soutien pédagogique et une ouverture sur le monde. Floriane, actuellement en tour du monde, y est actuellement bénévole. Dans cet épisode, on vous explique le travail extraordinaire que réalise cette association, mais aussi comment, en tant que voyageur, vous pouvez facilement les soutenir. La réalisation d'un voyage solidaire en famille permet de donner du sens à votre voyage et d'apporter votre contribution à des enfants en difficulté. On vous explique tout dans ce nouvel épisode. Bonjour, c'est Céline et Anne-Sophie. Je suis ravie de vous accueillir dans le podcast de Parents Voyageurs dans le cadre du podcaston. Je suis heureuse de pouvoir écouter vos témoignages sur l'association que vous représentez aujourd'hui. Donc c'est l'enfant à l'hôpital. Donc je suis ravie de vous accueillir et j'ai hâte d'en savoir plus. Bonjour Émilie, nous aussi, ça nous fait très plaisir d'être là. Merci à toi et à Parents Voyageurs de nous accueillir pour échanger autour de l'association. Bah écoute, c'est un plaisir. Alors déjà, on peut peut-être commencer à faire une présentation de l'association et pourquoi on a choisi de parler de votre association, notamment avec Floriane, qui est en tour du monde et qui est actuellement bénévole chez vous. Oui, volontiers. Alors, en fait, Floriane, elle nous a contactés l'année dernière, au printemps de l'année dernière. En fait, elle était en train de préparer son tour du monde en famille, son voyage au long cours qu'elle avait prévu. Et elle cherchait une association sur laquelle s'engager quand elle est pour son tour du monde. Et elle a vu un de nos posts, un de nos appels à voyageurs qu'on a mis sur le site de Tour de Mondiste, où on fait nos appels à voyageurs chaque année. Et on s'est rencontrés comme ça, on a échangé quelques fois ensemble par téléphone. Et puis le courant est bien passé et on a vraiment senti que Floriane, elle avait envie de partager son voyage, c'était quelque chose qu'elle souhaitait faire. Donc depuis, elle est voyageuse solidaire de l'association. Elle est partie en septembre dernier et depuis, elle travaille avec nous. Donc c'est une belle collaboration qu'on fait avec elle. Et on s'est rendu compte tout de suite qu'il y avait des valeurs un peu communes, que ce soit sur le voyage, sur le partage. Donc ça a bien fonctionné. Donc voilà comment on a connu Floriane et le voyage en famille. Ok. Et du coup, alors vous, votre rôle au sein de l'association, c'est quoi vos missions? Un petit peu différente mais complémentaire au sein de l'association. Donc déjà, on est une petite équipe, on est 6 salariés. Et donc, pour ma part, je m'occupe plutôt du recrutement et de la formation, du suivi de tous nos voyageurs qui nous accompagnent chaque année. Et puis également, je suis en charge de la communication au sein de l'association. Voilà, et puis Anne-Sophie va se compléter. Moi, je travaille également sur la recherche des voyageurs qui collaborent avec nous chaque année et puis également de la pédagogie que peut proposer l'association auprès des enfants que nous accompagnons. À titre personnel, est-ce que vous êtes des parents voyageurs ou pas du tout? C'est quoi votre rapport avec le voyage? Alors moi, j'ai voyagé, pas en tant que parent, parce que j'ai voyagé avant de fonder ma propre famille et j'ai fait un long tour d'Amérique du Sud de plusieurs mois. Mais par contre, c'était il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années maintenant. Et c'est vrai que du coup, tout de suite, quand j'ai découvert l'association L'Enfant à l'hôpital, ça m'a forcément attirée parce que ça rappelle des souvenirs. Euh, voilà. Et Moi, de toi, mon Céline? côté, pas de voyage au long cours, voyage par-ci par-là, donc c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui me parle. Mais moi, c'est surtout la mission de l'association, sa pédagogie, qui a tout de suite fait sens, notamment avec mes études et mes expériences, parce que voilà, j'étais dans le domaine de l'éducation, de la gestion de projet, donc j'ai tout de suite vu ces différentes casquettes qui m'évoquaient beaucoup de choses.
Alors, est-ce que déjà, dans un premier temps, vous pouvez nous présenter l'association et puis sa mission pour que nos auditeurs comprennent bien quel est l'axe principal et les missions principales de Enfants à l'hôpital? Pour l'enfant à l'hôpital, elle a été créée il y a maintenant 40 ans, donc ça fait un petit moment. Et Ah oui, donc, sa mission, elle est vraiment de redonner l'envie d'apprendre aux enfants, aux adolescents qui sont malades, hospitalisés ou handicapés. Euh, donc voilà, c'est une association qui est présente dans toute la France. On accompagne plus de 60 établissements spécialisés qui accueillent ces enfants-là. Et donc chaque année, on essaye d'aider ces jeunes qui sont fragilisés à surmonter toutes leurs difficultés d'apprentissage, les aider à sortir de leur isolement. Euh, voilà, pour résumer un petit peu la mission de l'association. et donc du coup, on a vu sur le site que vous aviez aussi une plateforme qui s'appelait Colibri. Vous pouvez nous expliquer c'est quoi cette plateforme et en quoi elle sert la mission principale? Oui, tout à fait. Eh bien, donc Colibri, donc c'est une plateforme que l'association a créée et elle permet en fait des échanges entre les enfants et les voyageurs. Donc les enfants qui sont soit malades, soit hospitalisés, soit handicapés, et puis les voyageurs qui sont en voyage, qui sont partis au long cours aux quatre coins de la planète. Donc D'accord. c'est vraiment une plateforme qui est réservée aux voyageurs et à l'association. Et tout simplement, ce qui va se passer, c'est que sur Colibri, les voyageurs vont venir publier chaque semaine un carnet de voyage qui va évoquer tout ce qu'ils découvrent et, euh, et le partager donc aux enfants. Donc c'est une plateforme qui est assez simple d'utilisation pour les voyageurs et en même temps, elle est très adaptée pour les enfants, quel que soit leur handicap. Voilà, on a différentes petites fonctionnalités qui vont s'adapter à leurs besoins pour les accompagner au mieux. Donc ça peut être une aide à la lecture. On va pouvoir mettre en évidence les syllabes, le démo par exemple, pour aider les enfants à vraiment bien déchiffrer et lire plus simplement. On va avoir des polices d'écriture qui sont spécifiquement adaptées aux enfants, par exemple, qui sont dyslexiques. On va pouvoir grossir très fortement la taille des textes. Donc plein de petites choses comme ça qui vont faciliter. Puis sur Ok. Colibri, ce qu'on a aussi, c'est un système de messagerie. Donc ça va vraiment permettre de compléter le carnet de voyage, ce que les voyageurs auront raconté. Et à travers cette messagerie, les enfants et les voyageurs vont pouvoir chaque semaine échanger des messages très personnalisés, très incarnés. Donc c'est vrai que c'est quelque chose vraiment de super parce que ça va enrichir le lien. Et au bout d'un an, on voit bien l'attachement qui se crée entre les voyageurs et les enfants. Ouais, c'est super chouette. Alors en fait, du coup, si je comprends bien, en fait, l'enfant à l'hôpital, c'est vraiment un accompagnant, on va dire général sur voilà l'apprentissage. Et en fait, la plateforme Colibri, c'est vraiment une branche qui est vraiment dédiée au voyage. En fait, il y a vraiment plusieurs, enfin, il y a plusieurs missions et plusieurs axes en fait. Oui, carrément. En fait, les voyageurs et les enfants échangent ensemble sur la plateforme Colibri, mais c'est vrai que ça reste du numérique et c'est quelque chose que l'association ne souhaite pas avoir uniquement. Et donc, en fait, nous animons des ateliers auprès des enfants, oui, avec un vrai accompagnement humain. Et au cours de ces ateliers, en fait, auxquels les enfants participent une fois par semaine, c'est pendant ces ateliers, en fait, que les enfants vont lire les carnets de voyage sur Colibri. Donc, avec leur animateur qui vient les voir sur place, là où ils sont hospitalisés ou là où ils sont en classe, ben ensemble, ils vont se connecter à Colibri, ils vont aller sur le carnet de voyage de la semaine qu'a écrit le voyageur. Et ça se fait vraiment en compagnie d'un animateur de l'association L'Enfant à l'hôpital, parce que ça c'est important, ce lien humain, le fait sur tout ce qui est numérique. Et D'accord. donc, au cours de ces ateliers, les enfants vont lire les carnets de voyage de leurs voyageurs, de leurs correspondants voyageurs, pendant toute une année scolaire, en fait. Ok. Donc du coup, un enfant participe, donc est en lien avec une famille qui voyage pendant un an. Ouais, c'est un peu plus que ça. C'est plutôt un petit groupe d'enfants qui est en lien avec une famille de voyageurs ou un voyageur solo. Parfois, ça peut être aussi des solos ou des amis. C'est un petit groupe d'enfants qui est en relation avec
une expédition de voyageurs solidaires pendant toute une année. D'accord, ok. Grâce Pardon. au carnet de voyage, les enfants apprennent plein de choses justement, hein. Ils découvrent, c'est une vraie ouverture sur le monde. Ils découvrent la géographie, la diversité culturelle, l'histoire, la faune, la flore, enfin, tout ce qui est différent de ce qu'ils peuvent voir eux dans leur quotidien. Ça leur permet de s'évader tout en ayant quand même une source d'apprentissage qui est quand même assez large, parce que c'est vrai que ça englobe beaucoup de sujets en même temps, en fait. Carrément, en fait, c'est beaucoup d'apprentissage. Enfin, ça permet de travailler les apprentissages, mais d'apprendre un peu différemment. Et justement, en fait, comme ce sont des enfants qui sont souvent en situation de handicap ou en situation de décrochage scolaire, les apprentissages, c'est pas leur tasse de thé, c'est pas quelque chose qu'ils aiment beaucoup. On essaye de leur permettre de découvrir le monde de façon vraiment différente et avec beaucoup surtout d'activités sensorielles. C'est important pour les enfants de toucher, de voir, de goûter, de sentir. Et donc, en fait, pendant les ateliers, avec leurs ils vont faire des dégustations de fruits, ils vont sentir des épices. Si jamais le voyageur, par exemple, est en Inde, on va travailler sur les épices, sur le riz, s'ils sont en Équateur, ça va peut-être plus la découverte du volcan. Donc, ils vont faire une expérience scientifique en faisant des mélanges d'acide de vinaigre blanc avec une sorte de levure qui fait qu'il y a un petit volcan de la lave qui monte, on la colore, ça dégouline le long du cône. Enfin, donc vraiment un maximum d'activités sensorielles pour leur permettre de mieux comprendre les choses. En fait, ils vont faire aussi parfois de la cuisine, des recettes de cuisine que vont leur envoyer les voyageurs. Ça leur permet vraiment de mettre en pratique tout ce qu'ils peuvent découvrir dans les carnets de voyage. Donc ça peut être aussi un peu de mathématiques, par exemple, si ça peut être s'il y a un certain décalage horaire entre le pays visité par le voyageur et l'heure qu'il est en France, on va calculer des décalages horaires, on va calculer des distances, toutes sortes de choses qui leur font découvrir le monde de façon un petit peu différente. En fait. Ouais, c'est hyper intéressant. Pourquoi l'association a décidé finalement de s'orienter plus vers le voyage, d'avoir des bénévoles voyageurs plutôt que d'autres thématiques comme, je sais pas, ça peut être l'artisanat ou je sais pas, je sais pas, mais pourquoi le voyage spécifiquement en fait? Alors ça, c'est un peu des concours de circonstances. C'est un peu la vie de l'association depuis sa création. Dès qu'il y a une opportunité qui se présente, on la prend. Et en fait, dans les années 2000, il y a 2 jeunes voyageuses qui se sont présentées à l'association. Auparavant, en fait, l'association, lors de ses ateliers, venait avec un ordinateur et faisait plus de la découverte de jeux de mots, de devinettes, de jeux d'optique, travailler sur informatique. Mais quand ces 2 voyageuses nous ont contactés et nous ont dit on part au Moyen-Orient, elles étaient étudiantes, elles voulaient visiter le Moyen-Orient, elles voulaient partir plusieurs mois et elles nous ont dit on voudrait partager notre voyage. Et puis ça a vraiment bien marché, bien fonctionné, on a vu que ça plaisait aux enfants et du coup on a un peu poursuivi sur cette lancée-là. On a cherché d'autres voyageurs. Alors, dans les années qui suivaient, c'était plutôt 2 ou 3 voyageurs. Et puis, on avait aussi en parallèle des scientifiques aussi qui intervenaient. Il y avait une costumière de l'opéra qui écrivait des carnets aussi, qui faisait des reportages. Il y avait un apiculteur aussi qui faisait des reportages. Mais c'est vrai que les voyages, ça apporte une ouverture, c'est une bouffée d'oxygène, ça fait sortir de son cadre un peu fermé de l'hôpital. Et c'est vrai que c'était assez magique. Donc ça s'est fait comme ça. Et au fur et à mesure, on a monté des partenariats avec des voyageurs solidaires de plus en plus nombreux. En fait. Jusqu'à aujourd'hui, maintenant, on ne travaille plus qu'avec des voyageurs solidaires, avec les enfants en fait. Sauf pendant le Covid. C'est vrai qu'on a fait appel à des soigneurs animaliers qui racontaient leur journée dans les parcs animaliers dans lesquels ils travaillaient. Il y avait une jeune soigneuse à l'hôpital, au parc zoologique de Paris. Et puis, on avait aussi des soigneurs dans un refuge dans les Pyrénées qui était vachement sympa. Ok, en fait, c'est hyper intéressant. C'est vrai que c'est un super axe pour les enfants parce que c'est vrai que ça fait travailler beaucoup de sujets. Au niveau des ateliers dont tu parlais, c'est vrai qu'ils sont très variés.
Euh, donc, quand tu as par exemple un carnet de, par exemple, Flo, elle envoie son carnet de voyage. C'est quoi en fait la fréquence? Parce que là, ça fait 6 mois qu'elle est partie. Euh, Est-ce qu'elle fait un carnet de voyage par pays à la fin de chaque pays? Et après, du coup, ça, combien d'ateliers vous faites en fonction du carnet de voyage et combien d'heures finalement de cours ça représente finalement? Oui, en fait, c'est intéressant. Donc, nous, c'est ce qu'on propose aux voyageurs, c'est vraiment d'écrire un carnet toutes les semaines pour que ça soit quelque chose qui s'inscrive dans la régularité à la fois pour les voyageurs et pour les enfants. Donc, D'accord. Floriane, toutes les semaines, elle écrit un vendredi. Alors, nous, on aime bien, on donne un petit rendez-vous à nos voyageurs. On leur dit tous les vendredis, nouveau carnet dans Colibri. Donc, voilà, Floriane, elle a vraiment cet engagement à l'année scolaire d'écrire un carnet toutes les semaines. Et puis nous, derrière, on va rendre visite au groupe d'enfants toutes les semaines également, le même jour. Comme ça, les enfants savent que tous les mardis matins, à 9h, c'est Colibri. Et voilà, ils découvrent de nouvelles aventures vraiment toutes les semaines. C'est le petit rendez-vous de leur semaine aussi. D'accord. Donc Donc, ça dure 1 heure en fait, un atelier. Voilà. d'accord, donc du coup, c'est quand même assez court entre le vendredi où vous recevez le carnet et le mardi où vous dispensez le premier atelier. C'est quand même, vous avez assez peu de temps finalement pour préparer ou alors après, c'est en fonction de ce carnet-là. Là, vous le lisez, vous le découvrez avec les enfants et puis après, en découle d'autres ateliers, par exemple autour des recettes de cuisine, etc., qui demandent finalement de la préparation. Oui, alors c'est certain que ça demande en effet un temps de préparation pour l'animateur qui, lui, va concocter différentes petites activités en lien avec le carnet. Donc c'est pour ça qu'on demande toujours aux voyageurs d'avoir 1 à 2 carnets d'avance. Donc finalement, Floriane, elle publie un carnet pour le vendredi. Normalement, c'est pas pour la semaine qui suit, c'est pour celle encore d'après. Donc ça laisse à chaque fois justement un temps assez confortable pour tout le monde pour ajuster au mieux l'atelier qui arrive. C'est un petit peu moins court pour le coup. Plus confortable. Floriane, qu'est-ce qu'elle écrit en fait? Est-ce qu'elle décrit des journées types ou des visites ou un plat spécifique qu'elle a testé? Comment les voyageurs, qu'est-ce qu'ils doivent écrire, noter dans ces Ah, bah ça c'est hyper important justement. Ce qu'on demande aux voyageurs de raconter, c'est tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils découvrent, tout ce qui les marque. En fait, un carnet de voyage, c'est un texte agrémenté d'énormément de photos parce que les enfants que nous accompagnons ont des réelles difficultés, que ce soit en termes de vocabulaire, en termes de se de, se, de, euh, sur tout ce qui est abstrait. Ça peut parfois être difficile pour eux. Donc, il faut toujours illustrer ce que l'on raconte. Et alors, par exemple, nos voyageurs, quand ils visitent un pays, donc c'est un carnet par semaine, mais quand ils visitent un pays, donc ils vont raconter, ils vont faire ressortir 2 ou 3 sujets qui peuvent intéresser les enfants dans la semaine. Alors, par exemple, on a en ce moment une famille de voyageurs qui voyagent avec 3 petits-enfants et qui sont en Inde. Et le dernier carnet de voyage qu'ils ont écrit, c'était sur Mysore, donc qui est une ville dans le sud de l'Inde. Et alors, ils ont raconté leur visite d'un palais indien assez somptueux en mettant des photos de la salle du trône, des personnes aussi, des visiteurs qui, comme eux, sont habillés en sari, par exemple, des photos magnifiques de dames en sari, toutes les salles du palais. Donc ce premier sujet a été abordé. Puis ensuite, ils ont aussi raconté tous les animaux qu'ils voyaient dans les rues, donc tout ce qu'ils croisaient, leurs impressions aussi sur comment sont les rues de l'Inde, la façon dont ils voyagent aussi. Ils racontent qu'ils voyagent beaucoup en train, que c'est pas des trains qui sont comme chez nous, qu'il y a énormément de monde dans le train, par exemple. Et du coup, pas de place pour tout le monde. Alors, on voit les enfants qui dorment dans les filets à bagages, ils prennent des photos. Voilà. Ils font découvrir tout ce que eux-mêmes leur surprend. En fait, du coup, ça fait des récits assez incarnés. On n'est pas sur un récit très Wikipédia ou touristique. Mm. C'est vraiment une écriture assez incarnée qui parle aux enfants qu'on accompagne. Et puis aussi, parfois, ça peut être des carnets qui font un peu plus réfléchir.
Je pense par exemple une fois à une famille de voyageurs qui voulaient aller à la rencontre des éléphants et donc ils sont allés faire une excursion pour aller rencontrer des éléphants et comme ça peut arriver parfois, c'était quelque chose d'assez touristique avec des animaux un peu maltraités. Donc ça soulève des questions, ça fait réfléchir les enfants, ça les fait s'interroger, ça peut aussi donner sujet à des débats en atelier par exemple. Très très chouette. C'est vrai que j'imagine, même pour vous, ça doit être un petit peu la découverte quand vous lisez les carnets, de voir un peu les aventures des différentes familles. Ça doit être vraiment Ah, bah chouette. Ouais, ça c'est nous fait rêver, hein. Ça nous fait rêver ouais, et c'est puis on en ça. apprend autant que les enfants. C'est vrai que c'est assez merveilleux, c'est une vraie ouverture sur le monde en fait. Ah ouais, complètement. Et du coup, est-ce que les enfants de ces familles qui partent en voyage ont des contacts aussi avec les enfants de l'asso? Donc, tu parlais des messages tout à l'heure, mais est-ce que des fois vous faites des visios pour vraiment aussi avoir un contact aussi un peu d'enfant à enfant? Parce qu'il y a aussi le parent, des fois, il écrit le carnet de voyage avec ses yeux de parent, et puis les enfants, ils vont avoir genre la petite réflexion que voilà le petit détail qu'ils ont observé que les parents n'ont pas avec leur œil d'adulte. Mm. Est-ce que Ouais. vous partagez peut-être entre enfants? Voilà, oui, les... En fonction de l'âge des enfants, si les enfants sont déjà capables d'écrire des carnets, ben, de temps en temps, quand ce ne sont pas les parents qui écrivent, ça peut être les enfants qui écrivent, et c'est vrai que c'est vraiment chouette. Si les enfants sont un petit peu plus jeunes, ben, ça va peut-être être juste dans les échanges de questions et de réponses que peuvent avoir les enfants à la fin de l'atelier, ou même surtout ce qui est très important, c'est que, en fait, les familles de voyageurs sont vraiment hyper engagées et elles viennent rencontrer les enfants malades et les enfants en situation de handicap avant de partir. Et quand c'est une famille qui vient à la rencontre des enfants handicapés ou malades, c'est encore plus chouette parce qu'il y a tout de suite une connexion qui passe entre les enfants qui est assez fantastique. Il n'y a pas toutes les barrières qu'on peut avoir, nous, adultes, et du coup, le courant passe tout de suite. Alors pendant ces visites qu'on appelle les visites départ, c'est vraiment assez émouvant, il y a des belles choses qui se passent. Alors parfois les familles viennent avec leur camping-car, alors les enfants de l'association vont monter dans le camping-car, découvrir la cuisine, les endroits où les enfants vont dormir, ou alors si c'est des voyageurs qui partent avec une expédition avec un animal, par exemple, le chien vient aussi rencontrer les enfants avant de partir. Ce sont des rencontres comme ça qui se font et c'est sûr que à la lecture des carnets de voyage, après tout au long de l'année, pendant le voyage de l'expédition de voyageurs, quand il y a des enfants dans la famille, tout de suite c'est encore plus dynamique pendant les ateliers. Les enfants s'identifient beaucoup aux enfants de la famille et ça fonctionne bien, c'est sûr. Et il n'y a pas de problème quelque part aussi de jalousie, parce que ben ça peut être aussi difficile pour un enfant voilà qui a un handicap, qui vit dans une situation compliquée, de dire mais pourquoi je suis pas née dans la bonne famille? Est-ce que c'est pas aussi compliqué psychologiquement pour les enfants de voir qu'il y a des enfants qui ont eu un peu plus de chance que dans la vie? Ça c'est un sujet qui me touche aussi en tant que maman. Du coup, je me dis peut-être qu'il y a des enfants qui sont un peu tristes aussi, qui ne peuvent pas vivre cette aventure en vrai. Ouais, tu as tout à fait raison. En fait, c'est vrai qu'on accompagne vraiment des groupes d'enfants qui ont des difficultés différentes, qui ont des besoins différents. Et justement, on a une grande attention sur finalement quel voyageur on va décider de leur présenter pour toute l'année scolaire. Donc c'est pour ça, en majorité, on a des familles de voyageurs, mais on a aussi des voyageurs qui voyagent seuls, qui voyagent en couple, qui voyagent en duo. Et donc ça nous permet vraiment de pouvoir affiner ce que l'on propose. C'est-à-dire que, voilà, comme tu le disais, parfois, dans certains lieux, il y a des enfants qui vont avoir qui vont avoir une histoire de vie un peu compliquée, qui vont par exemple être à l'hôpital, en unité de psychiatrie. Et dans leur parcours de soins,
C'est vrai qu'ils travaillent beaucoup sur ça. Et donc, on va préférer, en accord avec les médecins, leur attribuer un voyageur seul ou un voyageur qui voyage avec un ami, par exemple, pour casser un petit peu ce côté famille parfaite et voilà, ne pas les bloquer. Donc ça, c'est sûr que voilà, c'est un gros travail que l'on fait pour savoir finalement qu'est-ce qui le conviendrait le mieux aux différents groupes d'enfants et puis aussi aux voyageurs, hein, bien sûr. C'est important, notamment tous ces voyageurs qui partent avec leurs enfants, de pouvoir voilà, attribuer aussi pour qu'il y ait des atomes crochus qui se créent facilement en fonction des âges des enfants de la famille et des enfants que l'on accompagne. Donc ça, c'est vrai que c'est une attention que l'on a. Et puis après, sur le thème du voyage, c'est vrai que ça peut paraître assez étonnant, mais moi, je trouve qu'il n'y a pas forcément de jalousie. Les voyageurs vont finalement juste admirer tout ce que leurs voyageurs vont faire. Vraiment, ils vont apprécier découvrir chaque semaine quelque chose sans pour autant faire le lien avec eux, avec le fait que eux ne voyagent pas, ne voyageront peut-être jamais, mais finalement, ils saisissent plutôt cette chance de pouvoir voyager à travers leurs yeux pendant un an et ils se sentent vraiment privilégiés finalement d'avoir ce contact vraiment très concret, très régulier avec ces voyageurs, hein. Donc non, finalement, c'est vraiment quelque chose. Ils ont de la distance par rapport à ça. Donc oui, c'est intéressant. C'est intéressant de savoir comment vous fonctionnez en amont aussi avec les médecins. Il y a quand même vraiment tout un travail entre vous, vos activités, et finalement la partie médicale. C'est hyper intéressant, ouais. Tout à fait. Ben voilà, l'idée, c'est de travailler main dans la main, en fait, avec les équipes sur place. Donc, que ce soit les médecins à l'hôpital ou les équipes éducatives dans les établissements spécialisés. Donc, voilà, on prend tout ce temps de travail en amont de l'année scolaire pour réfléchir à ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, hein. Ok. Et comment ça se passe? Vous êtes une entité physique, mais est-ce que vous travaillez par exemple avec 3 ou 4 établissements dans une région localisée ou n'importe quel établissement en France peut faire appel à vous pour proposer des ateliers? Comment géographiquement positionner aussi? Parce que Floriane, elle habite à Nantes. C'est vrai que pour faire la rencontre avant le départ, il faut qu'elle puisse aller rencontrer les enfants. Comment ça se passe en termes d'organisation entre vous et les établissements? Eh Alors, bien, concrètement, donc nous, l'association, elle est présente un petit peu aux quatre coins de la France. On accompagne 70 groupes d'enfants toutes les semaines et on est présente dans presque toutes les grandes régions. Donc, c'est des petits pôles voilà, que l'on va avoir dans les différentes régions. Et donc, sur place, en fait, on a des animateurs plus ou moins locaux qui vont aller à la rencontre des enfants. Ça, c'est vrai que quand on a des voyageurs qui partent une fois la rentrée scolaire passée, eh bien, on essaye d'organiser des visites. Donc, c'est certain qu'un voyageur qui habite à Brest, on va faire attention de ne pas lui attribuer des enfants qui sont à Marseille parce que voilà, ça crée forcément un peu de distance. Donc, voilà, ça, c'est aussi une attention géographique que l'on a au moment de la répartition. Est-ce que vous voulez nous partager, je ne sais pas si vous avez en tête quelques chiffres qui pourraient, qui illustrent l'impact de votre association de manière générale, un nombre d'ateliers, un nombre d'enfants accompagnés, de carnets de voyage envoyés? oui, carrément. En fait, par semaine, on anime cette année 70 ateliers par semaine auprès de petits groupes d'enfants. Donc les petits groupes d'enfants, ça peut être des enfants de 2, 3, des groupes d'enfants de 2 ou 3 enfants, ou alors jusqu'à une douzaine d'enfants. Ce qui fait qu'au total, ça fait environ 500 enfants accompagnés par l'association par semaine. En termes de voyageurs, on travaille avec une quinzaine d'expéditions de voyageurs chaque année qu'il faut que nous recherchions. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, les premières voyageuses, elles sont arrivées dans les années 2000. Mais donc, depuis, on a vraiment travaillé avec pas mal d'expéditions de voyageurs. Donc, avant cet entretien, on a un peu fait un calcul. On est allé rechercher dans nos archives et on a travaillé avec environ un peu plus de 260 expéditions de voyageurs donc, qui partaient faire un tour du monde en famille ou en duo ou en solo et aux 4 coins du monde avec des itinéraires
riches et variés, ou que ce soit à vélo, à pied parfois, à cheval même une fois, ou en bateau. Donc voilà, un peu plus de 250, un peu plus de 260 expéditions de voyageurs solidaires avec lesquelles on a pu travailler jusqu'à maintenant. Waouh, c'est impressionnant, hein? Ça fait beaucoup de carnets, en effet, beaucoup de partage entre les enfants, les voyageurs, oui, ça c'est certain. C'est chouette, c'est chouette. Ça fait beaucoup de souvenirs partagés pour tout le monde. C'est vraiment chouette. C'est vraiment un petit travail de fourmi parce que finalement, j'imagine qu'il y a aussi une rotation dans les profils. Donc, chaque atelier que vous créez, finalement, c'est presque des ateliers uniques. C'est un travail en amont qui est titanesque à chaque fois de réinventer des nouveaux ateliers, etc. Oui, c'est vrai qu'on a de la chance, on a des animateurs qui accompagnent les enfants qui sont vraiment géniaux et qui regorgent d'idées. Donc c'est vrai, nos ateliers diffèrent d'un lieu d'intervention à l'autre, hein, en fonction des besoins des enfants. Mais c'est vrai qu'on a aussi constitué un atelier un petit peu type sur lequel on s'appuie. Et puis après, on va venir faire des activités différentes. Donc c'est voilà, dans chaque atelier, on va lire le carnet de voyage du voyageur. Et puis après, c'était plutôt les petites activités en lien qui vont être différentes. Euh, donc l'idée derrière, c'est voilà, de soutenir un petit peu les apprentissages fondamentaux. Donc parfois, ça va vraiment être l'axe d'un groupe d'enfants. Et puis parfois, ça sera plus voilà, l'ouverture au monde pour essayer voilà, d'ouvrir les enfants à d'autres choses. Et puis il y a aussi cette idée voilà, de valoriser chaque enfant. Donc il y a le lien social qui va être créé à la fois avec le voyageur et puis aussi avec l'animateur qui va venir le voir chaque semaine. Donc tous ces échanges, tout ce lien qui va être créé, voilà, c'est quelque chose de très bon pour l'estime de soi. Et c'est vrai que ça participe énormément à tous les progrès hein, qu'on observe après chez les enfants. Ouais, j'imagine que pour eux, c'est énorme tout ce que ça leur apporte. Vous n'avez pas une petite anecdote marquante justement qui montre l'impact du travail que vous faites auprès des enfants? Oui, bah c'est vrai que finalement, on en a plein parce que voilà, on est toujours en contact avec les animateurs qui chaque semaine nous racontent comment se passe leur atelier. Donc là, on est en milieu d'année, donc c'est vrai qu'on voit de beaux progrès chez les enfants là, depuis la rentrée scolaire en octobre. Donc que ce soit en lecture, en compréhension, en vocabulaire, on voit de beaux déclics. Enfin ouais, je me souviens d'un jeune, par exemple, c'est un jeune handicapé qui disait à sa professeure toutes les semaines oh, les ateliers colibri, c'est vraiment le meilleur moment de ma semaine. Et ça, c'est vrai que ça reflète finalement cette bulle d'oxygène que leur procurent les ateliers, à la fois la venue de l'animateur, tout ce qu'il prépare, et puis le carnet de voyage que le voyageur leur transmet, tout ce lien. Donc, ouais, il y a vraiment beaucoup de choses qui se débloquent. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et puis, voilà, sinon, oui, je me souviens d'un jeune un animateur qui nous racontait que les enfants avaient pleuré en fin d'année à l'annonce justement de la fin des échanges. Les voyageurs étaient rentrés en France, c'était la fin d'année scolaire, donc les vacances arrivaient aussi pour les enfants. Et finalement, c'est une grande émotion aussi après une année vraiment très privilégiée de liens entre tous. Donc voilà, enfin, on se rend vraiment compte de tout ce tout ce qui se crée de tout ce qui grandit chez tout le monde. Ouais, j'imagine que l'attachement, il doit être assez fort, donc à la fin, c'est vrai que ça doit porter un petit peu de tristesse de dire que Oui, c'est bah vrai que ça y est, là, c'est fini, quoi. Donc, c'est vrai c'est que un peu triste. c'est très fort. Hein. Mm, mm, Quand mm. c'est possible, en fait, on propose aux voyageurs de revenir voir les enfants en juin, à la fin de leur voyage, s'ils sont rentrés. Parfois, ça peut être en septembre aussi, quand c'est possible. Mais c'est vrai que c'est toujours des moments très, très riches. Hein. Les enfants ont vraiment la sensation d'avoir vécu le voyage, en fait, au sein de la famille, du petit groupe de voyageurs. Et c'est vrai que l'année dernière, en juin, j'étais à Limoges. Et donc, on accompagne un groupe d'enfants handicapés là-bas. Les voyageurs étaient tout juste rentrés en juin avant la fin d'année. Et donc, ils sont venus dire au revoir aux enfants.
Et c'est vrai que voilà, les enfants faisaient des câlins aux voyageurs, on sentait les larmes pas très loin pour tout le monde, autant les voyageurs, les enfants des voyageurs que les enfants de la classe. Donc voilà, on sent vraiment ce lien très vrai et très sincère qui a été créé. Ouais, c'est chouette. Et à votre avis, si on parle un peu des voyageurs engagés qui suivent le parcours, pourquoi ils s'engagent dans cette aventure? Pardon. Pourquoi ils s'engagent dans ce genre d'aventure et qu'est-ce qu'ils en retirent en fait leur engagement? C'est quoi les sujets qui reviennent le plus souvent? Alors, quand les voyageurs nous contactent avant de partir, ils ont souvent en premier lieu cette envie de partage. Ils partent faire un voyage extraordinaire, ils n'ont pas forcément envie de le garder pour eux. Ils ont vraiment envie de donner une dimension un peu humaine à leur voyage. Et du coup, le fait de le partager avec des enfants qui n'ont pas la possibilité de voyager, ça les interpelle. Ça leur donne aussi un sentiment un peu d'utilité parce que quand on part en voyage, on lâche aussi un peu les engagements associatifs que l'on a sur son lieu d'habitation ou autre. Et ça permet de continuer à avoir un engagement associatif quand on part comme ça. Et puis en fait, c'est la famille, de la personne, de donner du temps pour les enfants, de les faire un peu vibrer. Donc ça, c'est ce qui les motive avant de partir. Et puis c'est vrai que à leur retour, quand on rediscute avec eux, c'est pas que dans un sens en fait. C'est vrai que le fait de faire cet échange avec des enfants leur a aussi en général pas mal apporté. Il y en a même certains voyageurs qui nous parlent un peu comme une branche sur laquelle ils se raccrochent parfois, parce que quand on est en voyage, les auditeurs doivent le savoir, ceux qui voyagent en famille au long cours, parfois pendant le voyage, il peut y avoir un peu de fatigue, de changer d'endroit tout le temps, de ne pas savoir forcément où on sera la semaine prochaine. Il peut y avoir parfois un peu de fatigue et de lassitude, souvent même peut-être aux périodes de fêtes, les fêtes de fin d'année, il peut y avoir un petit coup de mou. Et le fait d'avoir cet échange avec des enfants ici en France qui les attendent chaque semaine, ça les motive. En fait. Ils vont varier un peu leur itinéraire parce qu'ils savent qu'à tel endroit, ils vont aller rencontrer tel ou tel animal qui plaira aux enfants ou aller faire des rencontres. Voilà, changer un peu son itinéraire pour pouvoir adapter et se dire tiens, ça va faire plaisir aux enfants. Ça, c'est Et génial. puis parfois aussi, ouais, et le lien qui se tisse avec les enfants fait aussi que parfois, c'est dans les deux sens en fait les échanges. Parfois, les enfants ici en France titillent un peu le voyageur, vont leur donner des défis, vont leur demander de se prendre en photo devant tel ou tel animal. Je me souviens aussi d'un voyageur il y a 2 ou 3 ans. Il était sur un marché, puis il avait envoyé des photos d'épices, de piments, de choses comme ça. Et en fait, les enfants l'ont mis au défi de croquer un piment. Donc, pour le carnet d'après, le voyageur s'est pris en vidéo en train de croquer un piment. Donc, c'était extrêmement drôle, c'était vraiment sympa. Donc, ce lien avec des enfants en France apporte vraiment quelque chose de plus en fait aux voyageurs. C'est vraiment pas garder son voyage pour soi, une vraie dimension de partage. Ouais, c'est très très chouette. C'est très sympa cette idée de défi et puis de pouvoir aussi un peu aménager son itinéraire. En fait, vraiment, l'implication dans l'association, c'est aussi quelque part adapter son voyage avec ce projet-là. C'est pas juste je partage, enfin je fais ce que j'avais prévu et je partage. Non, il y a aussi quand même cette dimension de tiens, pour faire plaisir aux enfants, on s'est arrêté ici, par exemple, enfin plaisir aux enfants de l'asso. Finalement, on va s'arrêter ici. Il y a vraiment aussi quelque part un impact sur le voyage du voyageur finalement. Ouais. Et c'est Oui, vrai que tout à pour fait. tous les auditeurs de parents voyageurs qui voyagent justement en famille, rien que le fait aussi de voyager avec ses propres enfants font que forcément on adapte son voyage à ses propres enfants et on va aborder des sujets qui vont plaire aussi aux enfants ici en France. Donc c'est vrai que les expéditions solidaires en famille, ça fonctionne bien, ça marche bien avec les enfants ici en France. Ouais, c'est hyper intéressant. Alors aujourd'hui, concrètement, comment on peut aider votre association? Comment on peut s'engager, soit en tant que voyageur, étudiant, enseignant,
comment on peut vous soutenir dans votre projet? Alors ça, c'est facile, hein, il y a plusieurs façons de nous aider. Et en effet, ben, forcément, hein, quand on est voyageur, c'est de nous contacter. Si vous avez envie d'écrire, si vous avez envie de partager votre voyage, ben, vous pouvez nous contacter. Donc chaque année au printemps, on recherche une promo de voyageurs solidaires pour un démarrage à la rentrée suivante. Pour tous les auditeurs qui sont étudiants, qui auraient éventuellement envie d'intervenir, d'être animateur d'ateliers Colibri, ben ça c'est également possible. Chaque année, on recrute des jeunes en service civique, on accueille aussi des jeunes étudiants en stage de plusieurs mois pour pouvoir animer des ateliers, donc aller au contact avec ces enfants qui sont fragiles et en souffrance. Et puis après, ben, peut-être qu'il y a aussi parmi vos auditeurs des enseignants qui se disent que peut-être que ce projet peut être un projet d'année sympa pour leur classe, s'ils sont enseignants spécialisés auprès d'enfants handicapés ou bien à l'hôpital. Donc là, c'est pareil, nous contacter pour qu'on puisse éventuellement monter un projet ensemble. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ok, super intéressant. Et est-ce qu'il y a d'autres moyens pour soutenir l'association? J'imagine que vous avez aussi besoin de budget, pardon. Est-ce qu'on peut faire aussi sous forme de dons? Comment ça se passe? Oui, 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 entièrement, tout oui, à oui. fait. En fait, l'association L'Enfant à l'hôpital, elle n'est pas du tout subventionnée par les pouvoirs publics. Donc c'est vraiment grâce aux dons privés, aux dons de divers partenaires, de mécènes, que notre mission, on peut autant la développer. Euh, donc bien sûr, il est possible de faire des dons. Donc voilà, ça c'est possible aussi sur notre site. Et puis tout don donne droit à une réduction fiscale. Donc voilà, c'est toujours intéressant à avoir en tête. Et voilà, pour nous, c'est vraiment quelque chose de très précieux parce que c'est grâce à tous ces dons que l'association est financée à 100%. Ok, bah on note et puis on mettra le lien dans l'article et dans les notes de l'épisode pour les personnes qui veulent faire des dons ou qui veulent s'engager. Et juste pour finir, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur l'appel aux voyageurs au printemps? Parce que du coup, nous, alors l'épisode sera publié au mois de mars pour le podcaston, mais on pourra le ressortir et recommuniquer sur cet épisode au printemps. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus dans la manière de procéder, comment vous recrutez, entre guillemets, les voyageurs solidaires? Oui, bah écoute, le timing sera presque parfait, puisque, comme le disait Anne-Sophie, nous, on se concentre vraiment au printemps, donc à partir de début avril précisément, sur le recrutement de notre petite équipe de voyageurs de l'année prochaine. Donc voilà, s'il y a des voyageurs qui ont envie de partager leur voyage avec des enfants malades ou handicapés, des voyageurs qui partent pour au moins 8 mois de voyage itinérant, eh bien, ils peuvent nous contacter. Et puis nous, on prendra un temps avec eux, avec chacun d'entre eux, pour se rencontrer, échanger sur leur projet à eux et puis nous, la mission de l'association. Donc il y a tout ce temps de rencontre qui se fait au printemps. Et puis nous, dans un second temps, avec toute l'équipe de l'association, on se retrouve pour faire un choix et constituer vraiment l'équipe de l'année scolaire 2025-2026. Ok, bon bah c'est parfait alors. Anne-Sophie, Céline, merci infiniment pour votre retour d'expérience. On espère vous envoyer plein de voyageurs solidaires au printemps et puis plein de personnes qui s'engageront voilà, auprès de l'association. Merci infiniment et bravo pour le travail que vous effectuez. C'est magnifique. Merci. Merci à toi, Émilie, en tout cas, et puis à Floriane également, à Parents Voyageurs, pour tout ce que vous faites, et puis pour le temps qu'on a passé ensemble ce matin. C'est vrai que c'est très précieux de pouvoir échanger comme ça dans les deux sens.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et cela nous aide grandement à gagner en visibilité. Si vous souhaitez par ailleurs devenir voyageur solidaire, n'hésitez pas à contacter l'association L'Enfant à l'Hôpital. En ce moment, c'est le programme d'ouverture des inscriptions pour la prochaine saison. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Bye!